אל מלא רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר רקיע מאירים ומזהירים לנשמות הקדושים אזרחי ישראל, אנשים, נשים וטף שנהרגו, שנרצחו, שנשרפו, שנטבחו בידי מרצחי החמאס בני עוולה ומסרו נפשם על קידוש השם. בהתקפה אכזרית על יישובי מדינת ישראל ולנשמות Vous pouvez vous joindre à moi pour la lecture du Kaddish. Yitkadal, Yitkadash, Shemer Abba, Be'alma, Divrach, Yeute, Ve'yamlich, Machute, Ve'yatzmach, pour Karne, Ve'kare, Meshiche. Bechayechon, Uvyomechon, Uvchaye, Dechol, Bet Israël, Ba'agala, Vizman, Kariv, Ve'imru, Amen. Yehei, Shmei, Rabam, Varach, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמה לקודשה ויריחו, לעילה מן כל ברכתה, ושירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו, על כל ישראל, ואמרו אמן. עושה השלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, על כל ישראל, ואמרו אמן. Pouvez vous asseoir? Nous allons écouter l'allocution de M. François Guggenheim, coprésident du CRIF des Hauts-de-France. Mesdames et Messieurs les élus de la République, Monsieur l'amphithéâtre, Monsieur Guy Bensoussan, mon cher Guy, Monsieur le rabbin, chers amis, dès le 8 octobre, dès le lendemain du plus grand pogrom en un seul jour, survenu depuis la Shoah, et cela sur la terre même d'Israël, les réseaux sociaux déversaient leur torrent de haine, une haine d'Israël et des Juifs. Dès le 8 octobre, les relativistes bien pensants, quelques politiques à la dérive et les négationnistes de tous bords falsifiaient les faits par une sémantique nauséabonde afin de victimiser les bourreaux tout en accusant les victimes de crimes imaginaires. Et le 8 octobre, demain, certains auront l'indécence de bafouer la mémoire des victimes
dans les universités ou ailleurs. Quel mot faut-il prononcer pour dénoncer l'indicible? Combien de drames faudra-t-il encore subir pour que les consciences se réveillent? Quelles preuves faudra-t-il apporter pour confondre les imposteurs? Chers amis, nous sommes ici pour dénoncer cette haine des Juifs et aussi la haine d'Israël, quand l'antisémitisme et l'antisionisme se confondent et s'additionnent. L'antisionisme, écrivait Vladimir Yankelevitch en 1969, offre enfin à l'ensemble de nos concitoyens la possibilité d'être antisémites. Quelle aubaine, disait-il. Il ne se trompait pas, car nous y sommes, sans retenue, sans faux-semblant. Dans l'hémicycle et dans les universités, la parole antisémite s'est libérée, décomplexée. L'inculture comme projet de société est le terreau de la bêtise meurtrière. C'est la défaite de la pensée, la confusion des arènes et la trahison des clercs. Les Juifs sont à nouveau menacés. Et ils ne sont pas les seuls. Car cet antisémitisme que nous dénonçons, c'est la revanche des anti-lumières. C'est, comme l'écrivait Lévinas, la rancune de ceux qui sont médiocres en tout et qui ouvertement menacent notre modèle de société. Car, soyons-en persuadés, c'est notre démocratie libérale qui est menacée. La saine confrontation des idées est désormais soumise à la censure. Les apologistes du droit blasphème stérilisent toute pensée autonome et leurs alliés complaisants ou idiots utiles pourrissent la vie politique et contaminent une jeunesse biberonnée aux réseaux sociaux. Il n'est pas nécessaire de les citer, vous les connaissez. Il est grand temps de se réveiller. Il est grand temps que les Juifs et les quelques voix éparses ne soient plus les seuls à sonner l'alarme. Il est grand temps que les démocrates cessent de servir de marchepied aux fossoyeurs de notre civilisation au nom du progressisme. Il est grand temps que nous retrouvions nos valeurs, les valeurs républicaines d'une France qui ne doit pas avoir peur de son ombre. Cette triste commémoration du pogrom du 7 octobre, réplique orientale de ceux qui ravageaient naguère de Stettler en Europe de l'Est, doit être l'occasion d'une mobilisation générale des esprits. Il faut désormais passer de la parole aux actes. Il faut cesser de céder à une bien-pensance de pacotille. Il faut dénoncer les démagogues prétendument insoumis. Dès maintenant, au nom de nos valeurs, avant qu'il ne soit trop tard. Le peuple juif et particulièrement la population israélienne fait preuve de courage et de résilience, et même dans les moments les plus difficiles. Le peuple d'Israël est là pour dire et clamer Alléluia. Alléluia el Bekocho. Raphaël Marciano. Alléluia, Alléluia el Bekocho, Alléluia birkia uzo, Alléluia bivurota, Alléluia kerogudlo, Alléluia beteka shofar, Alléluia benever v'chino, Alléluia, 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 betof umachol, Alléluia, bemin ve'ugav, Alléluia, betzir tzalei shamash, Alléluia, betzir tzalei tchuma, kol haneshama te'alelya, kol haneshama te'alelya.
Merci à Raphaël Marciano. J'ai oublié de dire qu'il est accompagné par Asher Tuitou. Nous allons donner la parole au coprésident du CRIF, M. Patrick Bonneau. Mesdames et Messieurs les élus de la République, Monsieur Finkielkraut, cher Président, mon cher Guy, cher rabbin d'Ahan, chers amis, ce jour du 7 octobre porte et portera à jamais le deuil de nos frères et sœurs en Israël et de tous les Juifs. Oui, voilà une année écoulée dont le point culminant, le 7 octobre, aura été l'événement sanguinaire, barbare, tristement douloureux pour les Juifs d'Israël et pour les Juifs de la diaspora dans le monde. Ce n'était pas une opération militaire, mais une opération radicale d'anéantissement. Israël est engagé depuis un an dans une guerre existentielle. Le Hamas a perpétré le plus odieux massacre contre les Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 1200 personnes, dont 800 civils assassinés, brûlés, vifs ou mutilés dans les kibboutz de Be'eri, Nir, Oskfar, Aza, à Nova, lors d'un concert pacifique. Le monde a basculé dans l'horreur. Des vies violées, des familles brisées. Le 7 octobre, la terreur a frappé. Le 7 octobre a réveillé l'indicible, un massacre d'une haine ancestrale. Hannah Arendt dit « La barbarie est l'ombre qui nous rappelle que l'humanité est fragile ». Oui, n'oublions pas le 7 octobre, les 251 otages arrachés à leurs familles, emmenés dans les tunnels du mouvement islamo-terroriste à Gaza, et ceux encore détenus dans des conditions inhumaines. Primo Levi dit « Le devoir de mémoire pour que l'horreur ne se répète jamais ». Leur retour est un impératif moral. Un peuple ne peut être libre tant qu'un seul est encore prisonnier, disait Nelson Mandela. Cette commémoration est une célébration de notre unité, de notre solidarité. Cette soirée le prouve pour ne pas oublier les otages emprisonnés qui souffrent encore. Dès le 8 octobre, l'antisémitisme s'est débridé. Face à une idéologie destructrice, des associations, des organisations communautaires se sont élevées fermement avec courage pour dénoncer l'antisionisme qui découle sur l'antisémitisme. Le sionisme, un alibi bien peu pensant d'un antisémitisme honteux. Le CRIF, Agir Ensemble, Gamzon, la LICRA, le KKL, la CI de Lille, très engagée auprès de son président Guy Bensoussan, et bien d'autres sont sur le terrain depuis un an pour informer le monde de la nécessité d'Israël de combattre pour son existence. Israël est le représentant de l'Occident au Moyen-Orient, dernier rempart d'un pays démocratique entouré de pays islamistes extrémistes. L'Occident est en danger. Chez nous, pas seulement les Français juifs, qui représentent seulement 1% de la population, mais les Français dans leur ensemble. Depuis le 7 octobre, nos universités sont en danger. Nos jeunes sont influencés par des partis politiques négationnistes pro-palestiniens qui diffusent la propagande du Hamas et du Hezbollah. Cette génération inculte est sous influence à travers le monde de partis qui appellent à la terreur et au crime. Il faudra s'inviter dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités pour témoigner pour ces hommes et femmes battus, torturés, assassinés, pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui, en ce jour de deuil, de commémoration, honorons la mémoire des victimes des otages. Le souvenir, c'est aussi agir ensemble. Ici, plus que jamais, Français juifs, Français de toute religion, notre devoir de mémoire ne sera complet que s'il est accompagné d'un engagement ferme pour la liberté, la justice, la fraternité, la dignité de tous.
Et je voulais ajouter que je ne peux m'empêcher de penser à cet enfant qui avait 9 mois à l'époque quand il a été enlevé avec sa famille. C'est une émotion toujours très forte pour moi. Merci. Avant de donner la parole à M. Bensoussan, nous allons écouter encore un morceau, une prière qui résonne trop depuis un an, une prière adressée à Dieu pour qu'il vienne au secours de nos otages, Achenu Bnei Israël. Après la suite du programme, en fin de programme, on prendra rendez-vous encore avec Raphaël et Asher. En attendant, Achenu Bnei Israël. Toute votre attention. ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. מקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה בלי רווחה, ומעפר עליהם ומשיבוד בלי גאולה, שתה בגלה ובזמן קריב. המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה בלי רווחה, ומייפל על יורה ומשיבוד גאולה, שתה בגלה ובזמן Un grand merci pour ce moment plein d'émotion. Je vais donner la parole à notre président, Monsieur Guy Bensoussan. Mesdames et messieurs les élus, mes chers amis, Monsieur Alain Finkielkraut, sans oublier mon ami, bien évidemment, David Reinhardt, éditeur de nombreux ouvrages tels que L'invisible de la rue Vaucouleurs, témoignage sur l'abominable exécution du docteur Sarah Halimi, et le 7 octobre, manifeste contre l'effacement d'un crime, un livre, un nom. Nous sommes réunis aujourd'hui, le cœur lourd, pour rendre hommage aux victimes de l'effroyable attaque du 7 octobre en Israël. Ce jour-là, l'innommable s'est produit. Des vies ont été fauchées dans la violence et la haine, laissant derrière elles des familles dévastées, des communautés endeuillées et un vide béant que rien ne pourra combler. Ce 7 octobre 2023
1189 personnes tuées, des jeunes âmes volées, violées, volantées, torturées, oppressées ce jour-là. Nous pensons à Mila Cohen, 10 mois, Omer Arbel et Shabar Simantov, 2 ans et 5 ans, Ethan et Aline Kachpiter, 5 ans et 8 ans, Yazan Abu, 5 ans, Tamar Topiasvili, 9 ans, et tant d'autres dont l'absence résonne encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Alain Finkielkraut. Sa voix ferme et lucide est indispensable en ces temps où l'obscurité tente de s'installer. Essayiste, écrivain, enseignant de philosophie, vous rejoignez les rangs de l'illustre Académie française, institution gardienne de la langue et de la culture française. Dans vos écrits et vos prises de parole, vous avez toujours mis en lumière la nécessité de ne pas céder à l'indifférence, à la haine et à l'oubli. Nous leur devons à ces 101 otages cette promesse. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour leur retour, pour la justice, pour un monde où de tels actes ne se reproduiront plus. Que la mémoire également de ces victimes nous rappelle chaque jour que nous ne devons pas rester passifs, que leur souvenir soit une flamme qui éclaire notre chemin et nous guide dans notre lutte pour un avenir meilleur. Merci. C'est vous qui parlez. Oui, mais je ne souhaite pas même. Je parle ici. Je vais introduire Alain Finkielkraut plutôt. Je vais pas parler parce que sinon. Alors, mais je peux parler. Oui, là on m'entend. La parole est à David Reinhardt, notre éditeur. Voilà. Bonsoir. Alain Finkielkraut, d'abord merci infiniment. Guy Bensoussan vous a présenté. Vous êtes l'homme qui ne sait pas comment ne pas réagir, comme aimait à vous définir votre ami Milan Kundera. Nous avons tous été, nous sommes toujours nourris de votre œuvre, de vos paroles, de vos livres. Nous avons été lecteurs du Messager européen. Nous sommes auditeurs de répliques, notre prière hebdomadaire du samedi matin, je dis ça dans une synagogue. Laissez-moi vous dire ma gratitude de nous faire l'honneur d'être présents parmi nous ce soir. Vous qui, dès 2003, dans le poignant Au nom de l'autre, nous avertissez de l'antisémitisme qui vient et qui aujourd'hui ne se contente plus de venir, mais qui est là, qui est envahissant, nourri par notamment la France insoumise, mais aussi des médias et des intellectuels qui travaillent à la disqualification et à la diabolisation d'Israël. Merci infiniment Alain Finkielkraut. Merci David Reinhardt pour cette présentation. Merci de votre accueil et de votre présence. Depuis sa naissance en 1948, Israël n'a pas connu la paix un seul instant. Entre guerres ouvertes, tirs de roquettes intermittents et attaques terroristes, ce pays est constamment sur le qui-vive. Il ne désarme jamais. La violence et l'insécurité accompagnent son histoire. Lors de la grande vague d'attentats suicides, David Grossman me confia qu'il demandait à ses enfants de ne pas prendre le même autobus quand ils rentraient de l'école. L'un de ses fils est mort dans la guerre du Liban de 2006, un jour avant la proclamation du cessez-le-feu. Mais le 7 octobre est sans commune mesure avec ce qu'Israël avait connu jusque-là. On l'a dit, plus de 1200 morts, 7500 blessés, des femmes éventrées après avoir été violées, des vieillards et des enfants assassinés à bout portant, 251 otages et les miliciens du Hamas qui affichaient leur volonté génocidaire. Afficher, c'est bien le mot, car à la différence des nazis
qui dissimulaient la solution finale, ils ont filmé et diffusé leur forfait. Un adolescent euphorique a téléphoné à ses parents et leur a dit « J'ai tué 10 juifs de mes propres mains, regardez WhatsApp et soyez fiers de moi. Et soyez fiers de moi. » Le 7 octobre, ou l'allégresse du carnage. Et les valeureux combattants du Hamas ont notamment ravagé le kibbutz Be'eri, dont les membres se portaient volontaires pour amener des patients palestiniens dans les hôpitaux de Tel Aviv. Le message était sans ambiguïté. Vous, les Juifs jeunes ou vieux, pacifistes ou messianistes, vous n'avez rien à faire sur une terre musulmane. Le 7 octobre est un gigantesque pogrom commis dans le territoire souverain d'Israël, c'est-à-dire dans le pays conçu pour que ne se produise plus jamais ça. Il y a quelques années déjà, David Grossman écrivait « Tragiquement, Israël n'a pas su guérir l'âme juive de sa blessure fondamentale, la sensation amère de ne pas être chez soi dans le monde. » Depuis le 7 octobre, cette blessure est à vif et les Israéliens ne sont pas seuls à la ressentir. On aurait pu croire que le monde entier serait saisi d'horreur par l'événement. Tel n'a pas été le cas. Dès le lendemain, le nombre d'attaques antisémites a explosé un peu partout. Le 7 octobre a désinhibé la judéophobie. Le 7 octobre a levé les tabous. Le 7 octobre a ouvert les vannes. Le 7 octobre a suscité des vocations. Ce n'était pas l'antisémitisme des années 30 qui faisait son grand retour. Ce n'était pas la bête immonde contre laquelle la gauche aime tant se mobiliser. Ce n'était pas la revanche de Maurras. Ce n'était pas une nouvelle variante de la France aux Français. C'était, et c'est toujours, un antisémitisme d'importation. C'est un antisémitisme lié au changement démographique des pays européens et qui a pu conduire à cette terrible réplique du 7 octobre, le viol d'une fillette à Courbevoie, après qu'elle a révélé son origine juive. Tu es juive, donc tu es contre la Palestine et tu soutiens le génocide que les sionistes font à Gaza, lui a dit l'un de ses assaillants. Et cet antisémitisme d'importation a été relayé sans vergogne par l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon a réagi à la marche contre l'antisémitisme par ces mots: les partisans du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Le leader de la France insoumise se veut le porte-parole de la Nouvelle-France, cette coalition qu'il appelle de ses vœux, de la jeunesse éduquée et des quartiers populaires. Paris vaut bien une messe, disait le futur Henri IV. L'Élysée vaut bien une conversion à l'antisémitisme, dit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, et toute honte bue, il agit en conséquence. Et un glaçant rapport sénatorial fait état de l'ostracisme dont sont l'objet les étudiants juifs dans l'université française. Outre les agressions et la diffusion de messages injurieux en ligne, sévit aussi un antisémitisme d'atmosphère, bousculade dans les couloirs, étudiants juifs mis de côté dans la constitution de groupes de travail, changement de place dans les amphithéâtres. Ce n'est pas que l'élite occidentale ou la future élite occidentale soit devenue soudain raciste. Cela signifie que le processus entamé dès
le lendemain de la guerre des 6 jours, s'achève sous nos yeux. Le 12 juin 1967, un prêtre disciple de Massignon écrivait « L'occupation sioniste des Jérusalem-Est est douloureuse aux chrétiens d'Orient, comme le fut pour ces mêmes chrétiens l'occupation nazie en juin 1940. » Dans un pamphlet publié l'année suivante, le journaliste Pierre Desmeron dénonçait, je le cite, les panzers de Dayan et s'indignait de voir les derniers des justes commettre la dernière des injustices. Les territoires conquis en 1967 ont fait basculer Israël et la diaspora sioniste dans le camp du racisme et de l'impérialisme. La victoire des armes a délogé les Juifs de leur piédestal victimaire. Auschwitz est depuis lors retourné contre eux et la haine peut se donner maintenant libre cours. Elle est pure, elle est humaniste, elle est morale. Elle a même le cachet du devoir de mémoire. Treblinka, Varsovie et maintenant Gaza, lisait-on récemment sur les murs de Sciences Po. Et elle siège, cette haine immaculée, à l'Assemblée nationale. Le Front républicain ne lui a pas fait barrage, il lui a fait la courte échelle. Le juif autrefois, c'était l'outsider, l'étranger, l'inassimilable, l'autre d'autant plus inquiétant qu'il a l'apparence du même. Pour la gauche décoloniale, le juif incarne maintenant la pire version du même. Il est l'avant-garde de l'Occident prédateur et persécuteur. La théoricienne des indigènes de la République, Ouria Botelja, est très claire. On ne reconnaît pas un juif parce qu'il se déclare juif, mais à sa soif de vouloir se fondre dans la blancheur. L'Europe, c'est la tradition de l'antitradition. La critique, comme le souligne Octavio Paz, permit à Kant, à Hume, à Voltaire et à Diderot de poser les fondements du monde moderne. Mais nous, ajoute Paz, nous avons perverti la critique. Nous l'avons mise au service de la haine de nous-mêmes et de notre monde. Et ce nous honni, ce nous coupable de tous les maux, c'est d'abord Israël et à travers Israël, les Juifs. La haine de nous-mêmes et de notre monde s'incarne, se cristallise aujourd'hui dans le wokisme qui affecte tous les campus du monde occidental, et l'antisémitisme est le stade suprême du wokisme. La gauche, woke, reconnaît l'atrocité du 7 octobre, mais c'est pour aussitôt en imputer la responsabilité à Israël. Les essayistes libanaises Dominique Hédé évoquent le terrible exutoire de l'horreur quand toutes les issues sont bouchées. L'historien Enzo Traverso écrit « Le Hamas, qui n'est pas un État, ne peut que prendre des otages et lancer des roquettes. Le terrorisme du Hamas n'est que la doublure dialectique du terrorisme d'État israélien. Le terrorisme n'est jamais réjouissant, mais celui des opprimés est engendré par les oppresseurs. La réprobation nécessaire du Hamas, ajoute Traverso, la répression nécessaire des moyens d'action du Hamas ne remet cependant pas en cause la légitimité reconnue par le droit international de la résistance à l'occupation, une résistance
qui implique aussi le recours aux armes. L'occupation, quelle occupation? Israël s'est retiré de Gaza en 2005. Toutes les implantations qui se trouvaient sur ce territoire ont été démantelées. Et le blocus a été imposé à Gaza en réponse à des tirs de roquettes incessants. Faisons un peu de politique fiction. Imaginons que le Hamas ait employé son immense richesse à assurer le bien-être de sa population au lieu d'acheter toujours plus d'armes et de dépenser des dizaines de millions de dollars dans la construction de tunnels. Le camp de la paix, le camp qui disait « les territoires contre la paix » aurait été renforcé. Peut-être même ce camp serait-il aujourd'hui au pouvoir. D'où vient sa faiblesse? Des déconvenues essuyées par Israël à chaque retrait des territoires. En 2002, Israël se retire du Sud-Liban. Alors, qu'obtient-il en récompense? Le Hezbollah, alors que le Liban n'a aucun différend territorial avec Israël. Mais il s'agit de toute autre chose pour la partie de Dieu. Il s'agit d'éradiquer le cancer que constitue l'État juif. En 2005, Israël se retire de Gaza. En récompense, il a le Hamas. Les Israéliens ont donc toutes les raisons de croire que si demain ils se retirent de la Cisjordanie, ils recruteront de nouveau le Hamas, c'est-à-dire une menace de tirs de roquettes et de pogroms tout au long de la frontière. Et en 2000, c'est Arafat qui a refusé à Camp David la proposition de compromis territorial formulée par Ehud Barak et appuyée par le président Clinton. 2 jours avant la fin de son 2e mandat, Arafat a téléphoné à Clinton et lui a dit « Vous êtes un grand homme ». Réponse de Bill Clinton « Je ne suis pas un grand homme, je ne suis pas un grand homme, je suis un raté et c'est à cause de vous ». Nombre de commentateurs affirment que l'attaque du 7 octobre a brutalement remis la question palestinienne sur la scène internationale de laquelle elle s'était trouvée exclue par Israël, les États-Unis, la plupart des membres de l'Union européenne et un nombre croissant de pays arabes. L'inverse est vrai. Un État indépendant, souverain et démocratique, vivant dans la paix et la sécurité côte à côte avec Israël, pour un peuple qui s'est massivement réjoui du grand pogrom, cette perspective n'a jamais paru aussi éloignée. Comme le dit très justement Paul Audy dans son livre « Tenir tête », tant que la cause palestinienne restera captive de l'islamisme, elle risque de ne faire aucun bond en avant. Le Hamas, en effet, n'est pas un mouvement de libération nationale. Son objectif, comme celui du Hezbollah, est de purifier une terre musulmane de toute présence juive. Et faut-il le préciser, le Hamas mise sur les morts palestiniennes pour retourner l'opinion mondiale contre Israël. Il faut garder en mémoire ces mots de la romancière Herta Müller, prix Nobel de littérature. Tzahal a besoin de ses armes pour protéger sa population, le Hamas a besoin de sa population pour protéger ses armes. Je ne me suis jamais senti aussi proche, aussi solidaire d'Israël que depuis le 7 octobre et la flambée d'antisémitisme qui s'est ensuivie. Cette solidarité totale, inconditionnelle, cependant, n'est pas aveugle. Je vois bien
qu'Israël est une société fracturée. Malgré la guerre qui fait rage sur plusieurs fronts, il n'y a pas et il n'y a plus d'union sacrée. Il y a deux Israël irréconciliables en Israël. L'Israël des héritiers d'Yitzhak Rabin et l'Israël des héritiers d'Yigal Amir, son assassin. Depuis plusieurs mois, des centaines de milliers de personnes manifestent dans les rues de Tel Aviv, de Jérusalem ou de Haïfa en demandant que tout soit fait pour le retour des otages détenus par le Hamas et pour que se tiennent au plus vite de nouvelles élections. Pendant ce temps, une ministre du parti sioniste religieux proclame son opposition à un accord de cessez-le-feu qui, je la cite, jette aux ordures les objectifs de guerre pour sauver 22 ou 33 personnes ou je ne sais combien. Un gouvernement de cette sorte ne mérite pas d'exister. Bezalel Smotrich a dévoilé sa solution à un État dans un texte publié en 2017. Après l'annexion de la Judée-Samarie, prévoit-il, les Palestiniens pourront émigrer, le transfert de population est une constante de l'histoire humaine, à ceux qui restent, il sera proposé le statut de résident et ils pourront demander la citoyenneté israélienne, leurs demandes seront examinées au cas par cas. Comment un juif a-t-il pu écrire cela? M'a dit un professeur de sciences sociales de l'université de Tel Aviv, rencontré en avril 2024. Pour lui, l'identité juive n'est pas seulement identitaire, c'est indissolublement une appartenance et une exigence. Dès l'origine, dès le Sinaï, le judaïsme a partie liée avec la justice. Par-delà le clivage entre religieux et laïcs, deux judaïsmes s'affrontent. Le judaïsme de la justice et le judaïsme de la promesse. Dieu a fait don de la terre, de toute la terre au peuple d'Israël. C'est l'enjeu métaphysique de la déchirure d'Israël. Pour ne pas donner d'argument à l'antisémitisme qui a déferlé dans le monde après le 7 octobre, We are all Hamas, scandaient des étudiants de Columbia, et les personnalités juives les plus en vue refusent de regarder l'autre réalité en face. Or, être juif, c'est être embarqué, c'est être impliqué par tous les agissements d'Israël. Quand les Israéliens dament le pion à l'Empire perse et à ses mandataires, pour qui, comme disait leur compagnon de route poétique Jean Genet, Israël est un bleu, une échymose qui t'attarde sur l'épaule musulmane, je ne suis pas seulement admiratif, je suis fier. J'éprouve le même sentiment devant les prouesses technologiques du Mossad. Cette fois, les pogromistes n'ont pas le dernier mot. C'en est fini de la passivité juive. Mais quand Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité publique, veut empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, quand le général Eland affirme que les femmes de Gaza sont les mères, les sœurs et les épouses des assassins du Hamas, ou encore
que des épidémies dans le sud de Gaza rapprocheraient la victoire, diminueraient le nombre des victimes parmi les soldats de Tsahal, et que cette tactique contraindrait le Hamas à la capitulation, ou quand des colons surexcités incendient des habitations en Judée-Samarie, je suis affecté, je suis compromis, je suis sali. La honte en moi le dispute à la colère. La brutalisation d'une partie de la société israélienne me crève le cœur. J'aurais voulu, en cette journée de commémoration, être plus consensuel. L'actualité en a décidé autrement. Je vous ai fait part de ma solidarité et de mon tourment. J'espère que vous ne vous vendez. C'est ma dernière phrase, j'arrive pas à la dire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Merci. On va donner la parole à la salle. Si quelqu'un veut prendre la parole, peut lever la main. Quelqu'un veut poser une question? Oui, bonsoir tout le monde. Merci à tous de votre présence si nombreuse. On n'entend pas très bien, pardon. Et j'aimerais peut-être, si je peux me permettre, vous rappeler que cette montée d'antisémitisme, cette montée de haine vis-à-vis de nous, juifs, et d'Israël, n'a pas été une réponse, je vais dire, après la réponse d'Israël aux attaques du 7 octobre. Ça a été dès le lendemain, pendant plusieurs jours, sur les réseaux sociaux, partout, comme vous l'avez dit, mais je pense qu'il est bon de rappeler quand même que cette montée d'antisémitisme et cette haine n'est pas due à la réponse d'Israël. Je n'ai pas entendu. Il n'est pas dû à ce qui se passe en Israël. Y a-t-il une autre question? La montée de l'antisémitisme en France est liée au changement démographique. Une partie du monde musulman aujourd'hui affirme de plus en plus nettement sa détestation des Juifs. C'est évidemment lié à Israël et à l'affront que représente pour les islamistes un État juif puissant sur ce qu'ils considèrent, je l'ai déjà dit, une terre musulmane. Mais cet antisémitisme est très antérieur au 7 octobre. En 2004, une équipe d'inspecteurs de l'éducation nationale ont mené une grande enquête sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse à l'école. Le doyen de l'inspection est allé dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Il a constaté qu'il n'y avait plus d'élèves juifs. Il a demandé au professeur, mais comment ça se fait? Et les professeurs ont répondu, c'est bien simple, ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. Et il est vrai que, en Seine-Saint-Denis, les élèves juifs ont quitté les établissements publics et même les juifs ont très massivement
quitté le département pour des communes plus accueillantes. Et cette situation se retrouve dans d'autres pays d'Europe. Malmö, en Suède, est aujourd'hui, la troisième ville de Suède, est aujourd'hui une ville quasiment Judenrein. Cette situation est évidemment terrible, très inquiétante, et c'est bien ça c'est aussi... et quand vous voyez que toute idée d'un contrôle des frontières est repoussée par le nouveau Front populaire sous influence de la France insoumise, vous dites ceci, vous vous dites que le changement démographique va se poursuivre et que l'antisémitisme va devenir une donnée de la politique et de la société française. Voilà, en effet, où nous en sommes aujourd'hui. Parlez fort. Monsieur Finkielkraut, vous parlez de changement démographique, certes il existe, mais j'ai vu pendant toute l'année les manifestations antisémites et pro-palestiniennes à Paris, plus de la moitié des gens, c'était des bien blancs. C'est pas surtout une question de pyramidage. Non, il y a la conjonction de plusieurs phénomènes. J'ai parlé brièvement du wokisme. C'est une vision du monde tout à fait étrange qui divise le monde en deux blocs, les dominants et les dominés. Et les dominants, c'est avant toute chose les Occidentaux. Tout le mal procède de l'Occident. Et c'est là, si vous voulez, la grande surprise de la forme prise par la radicalité aujourd'hui en Occident, c'est la division, le chiffre 2, c'est le chiffre de la radicalité, mais c'était porté par la lutte des classes. Maintenant, c'est bien davantage la lutte des races, et ce qui caractérise donc une grande partie de l'élite occidentale, c'est effectivement la détestation de l'Occident. Et c'est cette détestation de l'Occident qui sévit sur les campus occidentaux. Et c'est cette détestation qu'on voit à l'œuvre à Columbia, à Harvard, mais aussi bien à Sciences Po ou à l'École normale supérieure. Et les fers de lance, le bras armé de l'Occident, c'est Israël. D'où à l'ENS, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, cette banderole incroyable, sioniste hors de nos facs. Sioniste hors de nos facs. Voilà où nous en sommes. Et ça, en effet, ce n'est pas un antisémitisme d'importation, c'est un antisémitisme qui ne doit rien à l'extrême droite, et c'est un antisémitisme que beaucoup ont du mal à combattre. Vous voyez, le président de la République ou le Premier ministre répètent qu'ils n'auront jamais aucune tolérance pour le racisme et l'antisémitisme. L'intention est louable, mais l'antisémitisme n'a pas toujours été un racisme, et depuis l'effondrement du Troisième Reich, il a cessé de l'être. L'antisémitisme s'exprime aujourd'hui exclusivement dans la langue de l'antiracisme. Les sionistes sont des racistes. Les juifs qui ont encore le souci d'Israël sont accusés de racisme. Et Israël, évidemment, accusé de mener une guerre génocidaire à Gaza.
Donc, c'est adossé à la mémoire de la Shoah que, justement, on fait le procès d'Israël et des Juifs, comme si, effectivement, on acheminait de l'aide humanitaire, je l'ai dit, à Auschwitz ou à Treblinka, ou comme si, sous l'égide de la Wehrmacht, on avait organisé une campagne de vaccination dans le ghetto de Varsovie. Mais il est très important de parler de génocide. Et c'est ainsi que, dans une bonne conscience totale, s'épanouit le nouvel antisémitisme. Et il faut s'en apercevoir. On a dit longtemps SOS racisme, peut-être faudra-t-il dire un jour SOS antiracisme. Merci, monsieur Finkielkraut, pour vos propos que je trouve sincèrement très radicaux et peut-être même pour moi un peu trop radicaux. Vous avez évoqué une certaine fracture dans la société israélienne. Elle existe, on le voit, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que vos propos ne peuvent pas entraîner une certaine rupture également dans la société française, dans la société républicaine française, et même parmi les Juifs de France? Je suis très attaché à ce qu'a dit Madame là-haut, hein. C'est qu'effectivement, lorsqu'on voit dans certaines manifestations des drapeaux palestiniens au lieu de voir des drapeaux bleu, blanc, rouge, il y a une certaine forme d'inquiétude à avoir. Est-ce que la réponse à tout ça n'est pas, en fin de compte, parce que vous l'avez évoqué, vous l'avez redit, n'est pas de reprendre le bâton de maréchal de l'éducation, de l'explication? Vous évoquez Sciences Po. Sciences Po, c'est de la maison d'à côté, là. Je suis allé un jour à une conférence, m'étais mis dans un petit coin, organisée par des étudiants de Sciences Po, autour du conflit israélo-palestinien. Ça n'a pas été facile, hein. Mais en fin de compte, ils ont été tous d'accord pour dire une chose. Ces jeunes étudiants de Sciences Po, dont certains étaient très radicaux, c'était de dire nous avons besoin de comprendre parce qu'on a l'impression qu'on ne comprend pas. Vous pouvez parler un peu plus fort parce que je vous entends pas bien. Excusez-moi. Je disais que ces étudiants de Sciences Po avaient besoin de comprendre. Donc je me permets d'insister sur l'éducation. Et je voudrais juste revenir sur un de vos propos, et j'arrête après, sur la fermeture des frontières. Oui, très probablement, il faut faire attention à ce qui se passe. Oui, très certainement. Comment ? Et je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre nous qui sont ici aujourd'hui parce que la France a ouvert ses frontières. Moi, je ne serais pas là aujourd'hui, et je suis très fier, encore une fois, d'être français. Très, très fier. Je ne serais pas là aujourd'hui si en 1947, la France n'avait pas accueilli mon père, et si en 1930, elle n'avait pas accueilli mes grands-parents. Donc il y a une espèce de discours que j'ai du mal à comprendre entre ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en France, le wokisme, tout ça se mélange et sincèrement, monsieur Finkielkraut, j'ai du mal à trouver dans vos propos une ligne directrice. Écoutez, je pense qu'il faut regarder la réalité en face. L'antisémitisme a explosé dans les lycées, dans les collèges. Le nouveau public scolaire est majoritairement hostile aux Juifs, et la référence à la précédente immigration, à mon avis, n'a aucun sens. D'ailleurs, les partisans de l'ouverture des frontières disent souvent, notamment Enzo Traverso, mais aussi Edoui Plenel ou le sociologue Luc Boltanski, que les musulmans en France sont les nouveaux juifs. L'islamophobie prend le relais de l'antisémitisme. Et c'est aussi le discours d'un journal comme Le Monde, d'où effectivement le silence qui a longtemps régné dans certains médias sur un nouveau antisémitisme, puisque précisément celui-ci est d'origine islamiste. Donc je pense qu'il serait très grave et très inquiétant de se rapporter à
l'immigration européenne d'autrefois pour justifier l'invasion migratoire d'aujourd'hui. Et je rappelle que ces propos de Simone Veil, la continuité dans le temps est le bien suprême des peuples. Les peuples ont droit à la continuité historique. Ils ont droit de pouvoir se reconnaître, d'être chez eux. Et vouloir mépriser ce droit, vouloir le criminaliser, c'est à mon avis très dangereux. C'est ce que veut faire aujourd'hui la gauche française, à l'encontre de la gauche des autres pays européens, notamment le Danemark, où ce sont les sociodémocrates qui ont mis un coup d'arrêt à l'immigration, et c'est à l'encontre aussi de ce que font aujourd'hui les Allemands. Et nous refuser de voir les choses, c'est évidemment ouvrir la voie à une prise de pouvoir par l'extrême droite. Cette question-là, c'est ce que disait Jacques Julliard, un homme de gauche devrait être traité, pris en compte par tous les partis politiques. Ce devrait être une cause générale. Et en laisser le monopole à l'extrême droite, c'est à mon avis une attitude absolument coupable. Mais quand même, je veux bien, oui, je l'ai dit, il y a toute une extrême gauche qui, comment dire, entretient l'antisémitisme et toutes ces manifestations pro-palestiniennes. C'est extraordinaire. Ils brandissent le drapeau palestinien. Mais encore une fois, le Hamas n'a rien à voir avec la cause palestinienne. Le Hamas la confisque avec la complicité, oui, d'un certain nombre de Palestiniens, c'est vrai. Mais moi, ce que je sais, c'est que la cause palestinienne, c'est la cause d'un État indépendant et souverain à côté d'Israël. Mais le Hamas, ce n'est pas du tout cela. Et je rappelle que le Hamas a chassé l'autorité palestinienne de Gaza dans des conditions horribles en 2007. Alors, vous voyez, ils brandissent le drapeau palestinien, ils acclament, ils célèbrent la résistance palestinienne, alors que cette résistance n'a quasiment pas le nom de Palestiniens. Il n'est pratiquement pas question de Palestine dans la charte du Hamas. Il est question d'une terre musulmane. Donc, mais simplement, il faut aujourd'hui ne pas se tromper d'époque, et ne pas voir notre situation à la lumière des années 30, à la lumière de l'inhospitalité, le manque d'hospitalité des pays européens à l'égard des Juifs dans les années 30. Parce que l'hospitalité actuelle, les Juifs en sont les premières victimes. Juste, Alain Finkielkraut, je voudrais rebondir sur ce changement démographique. Aujourd'hui, la haine des Juifs aujourd'hui, si vous voulez, n'est pas que circonstancielle. C'est-à-dire qu'elle a aussi des soubassements théologiques profonds. Et est-ce que vous voyez dans le monde musulman un courant de pensée contraire, on n'en voit pas malheureusement en ce moment, à même de freiner cette haine anti-juive? Aussi, moi je crois que cette haine anti-juive est loin d'être majoritaire en France. Je crois même que quand la plupart des Français, quand ils voient les chiffres de l'antisémitisme,
l'explosion des actes antisémites en 2023 et en 2024, la majorité des Français sont atterrés et très inquiets. Et ils le disent. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et je pense, encore une fois, que l'antisémitisme, l'antisémitisme radical, l'antisémitisme traditionnel, quelles qu'en soient les versions, est résiduel. Il n'y a plus d'antisémitisme dans le monde chrétien, mais plus du tout, c'est fini, l'antisémitisme théologique. Et l'évolution de l'Église depuis 1945 est spectaculaire. Ce qui a été fait en France dans les amitiés judéo-chrétiennes, le rôle d'abord de Jules Isaac et puis ensuite de l'Église elle-même, le cardinal Lustiger, il n'y a plus aucune crainte à avoir de ce côté-là quant à l'antisémitisme maurassien. Alors de lui, on peut dire effectivement que s'il existe, il est résiduel. J'ajoute que face, en fait, à la nouvelle vague de haine, les Français juifs et les autres Français sont dans le même bateau. Il faut se souvenir du livre de Georges Bensoussan, le livre qu'il a coordonné, Les territoires perdus de la République, 2002. On y apprenait que dans ces territoires perdus, et qui sont aujourd'hui gagnés par l'islamisme, les deux injures les plus fréquentes, c'est sale juif et sale français. Et c'est vrai, quand les blancs se retrouvent très minoritaires dans des classes, eh ben, leur situation devient extrêmement délicate. Donc il faut bien le savoir. Et d'ailleurs, Mélenchon le sait, parce qu'il dit les Français qui se disent de souche posent un problème à la cohésion nationale. Donc Mélenchon, il a un coup d'avance. Il dit voilà, le changement va avoir lieu et je vais en tirer tous les bénéfices. Je serai au service du nouveau peuple. Mais quand il ne cesse de parler de nouveau peuple, c'est bien parce qu'il se passe quelque chose et qu'il se passe quelque chose de nouveau. Il ne faut pas regarder le monde d'aujourd'hui avec les lunettes du monde d'hier. Ce que je voulais vous demander juste, c'est sur ce nouveau peuple, est-ce que vous voyez, parce que l'antisémitisme aujourd'hui vient essentiellement, on le voit, du monde musulman, est-ce que vous voyez un courant de pensée contraire dans ce monde, en France même, à même de freiner cette haine? Oui, je ne suis même pas sûr qu'il soit majoritaire dans le monde musulman. Je ne suis pas sûr. Mais il faut savoir que l'opposition à cet antisémitisme n'est pas très bien représentée par les leaders ou les mandataires de la communauté musulmane. Il y a certes l'imam Chalgoumi, l'imam de Drancy, mais il est déconsidéré dans le monde musulman, notamment pour ses voyages en Israël, mais surtout ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'attitude du recteur de la mosquée de Paris. Il y a un homme qui a voulu se présenter comme un homme très, très favorable à la laïcité, etc. J'avais d'ailleurs invité à une émission de réplique dans cette période, et il a refusé de participer à la grande marche contre l'antisémitisme, et très récemment, il a reçu à la grande mosquée Rima Hassan. Rima Hassan. Vous vous rendez compte? Celle qui dit Israël est une monstruosité sans nom. Donc, malheureusement,
pour les musulmans modérés qui ne veulent rien avoir avec l'antisémitisme, on n'a pas encore trouvé de porte-parole suffisamment reconnu et c'est vraiment très dommage. Une question ? Moi, ce que je vois, c'est que bon, Israël aujourd'hui est le déclencheur de l'antisémitisme. Donc, imaginons qu'Israël n'existe pas. Imaginons qu'Israël n'existe pas. Le monde antisémite est aveugle, parce qu'en fin de compte, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas Israël qui, en fait, dans le fond, génère l'antisémitisme. Ce n'est pas Israël. Parce que le monde, effectivement, ne réalise pas qu'il y a cette montée de l'islamisme. Que feraient aujourd'hui ces islamistes si Israël n'existait pas? Quels seraient leurs arguments aujourd'hui pour continuer à évoquer l'antisémitisme? Que pensez-vous là-dessus? Écoutez, j'ai du mal à envisager cette hypothèse. Il faut savoir que l'islamisme est en guerre contre l'Occident tout entier. Donc, effectivement, s'il n'y avait pas, si par malheur il n'y avait plus Israël, l'islamisme continuerait de combattre. Et le séparatisme ferait rage, continuerait de faire rage, notamment en France. C'est ce que disait Elisabeth Badinter. Dans notre société, une seconde société est en train de prospérer, hostile à la République et qui cherche le séparatisme, voire la sécession. Et les Juifs resteraient évidemment des cibles. Mais il faut bien savoir qu'Israël, la seule existence d'Israël, alimente cette haine et surtout, disons, crée dans l'ensemble du monde musulman une solidarité absolument terrifiante, parce qu'on dit, on considère qu'il est normal, hein. Souvent les intervieweurs du sabbat, d'à côté vous avez les juifs qui se sentent solidaires d'Israël, et puis d'autre côté les arabo-musulmans qui se sentent solidaires de la Palestine, comme si c'était la même chose. Mais c'est pas la même chose. Il n'y a qu'un seul État juif. Et il n'y a pas énormément de juifs dans le monde. Or, il y a plus d'1 milliard de musulmans, et pourquoi 1 milliard de musulmans se reconnaîtrait-il, s'identifierait-il à la cause du Hamas, à la soi-disant cause palestinienne? C'est pas du tout normal. Cette espèce de balance qu'on veut faire me paraît insensée, absolument insensée. Or, c'est comme ça qu'on nous présente sans cesse les choses. Et malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs ce constat qui inspire un certain nombre de politiques. Les Juifs ont conscience, et de plus en plus conscience depuis le 7 octobre, qu'ils ne font pas le poids. Qu'ils ne font pas le poids face justement au nombre des musulmans. Et même en France, si vous voulez, 600 000 contre 7 à 8 millions. Ça conduit le président de la République française à manifester son soutien à la communauté juive face à l'antisémitisme et à refuser de participer à la Grande Marche pour préserver l'unité nationale. Vous vous rendez compte?
pour préserver l'unité nationale. Parce qu'il avait peur, par cette présence ostensible, de réveiller les quartiers populaires. Donc, les Juifs sont amenés à penser ça. Alors vous avez d'un côté un ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique Villepin, qui dénonce la domination financière. Parce que les gens dans le monde du spectacle et de la culture n'osent pas dire tout ce qu'ils ont sur le cœur concernant Israël à cause de la domination financière. La domination financière, quoi? Donc, ils dénoncent la domination financière, mais la réalité, c'est qu'effectivement, les Juifs sont aujourd'hui, quantitativement même, dans une position de plus en plus fragile, de plus en plus vulnérable. Excusez-moi. Monsieur Finkielkraut, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait peut-être une corrélation entre l'abandon de la volonté de transmettre des connaissances dans l'enseignement public et cette invasion d'idées wokistes et d'antisémitisme dans l'école publique? Les choses, disons, les phénomènes convergent. Il faut, et en effet, nous vivons en France une crise, et dans tous les pays occidentaux, une crise très grave de la transmission. Mais ça, c'est lié à la démocratie, hélas. À la démocratie au sens de Tocqueville. C'est-à-dire pas un régime politique, le régime représentatif, mais un processus. Il dit ça, le progrès graduel de l'égalité des conditions. Dans ce processus démocratique, toute hiérarchie est considérée comme arbitraire. Toute hiérarchie doit être combattue. Et ça a du bon. Ça a mis fin, contrairement à ce que disent certains féministes, à la société patriarcale. Hein? Il y a une égalité entre les hommes et les femmes. La puissance paternelle a été remplacée par l'autorité parentale, etc., etc. Mais ce processus égalitaire ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on en vient à nier toute hiérarchie des goûts, des comportements, des œuvres, des cultures, au nom de l'égalité. Et ça frappe l'école. Et l'école, on se dit, bah oui, mais alors, qu'est-ce que je vais enseigner si ce que j'enseigne n'est pas plus beau, plus grand, plus important que la culture diffusée dans le monde qui entoure l'école? Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Or, en effet, on y arrive de moins en moins. Et ça conduit, au nom de l'égalité, au relativisme. Et en fait, au nihilisme. Non pas le nihilisme de tout est permis, mais le nihilisme non moins pernicieux du tout est égal. Et c'est avec ce tout est égal que les professeurs doivent aujourd'hui se battre pour dire mais non, tout n'est pas égal. Mais voyez, c'est très intéressant parce que même maintenant dans le discours institutionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ce qu'on va développer immédiatement chez l'élève, c'est l'esprit critique. L'esprit critique. Mais je sais pas, vous donnez à lire Madame Bovary, vous n'avez pas besoin de l'esprit critique, du dire oh, j'aime pas, c'est un peu terrible. Non, on ne fait pas d'esprit critique. Voilà. Les œuvres classiques, on les aborde avec une loyauté et une ferveur préalable. C'est donné, c'est admirable, et je vais vous montrer pourquoi c'est admirable.
Et je dis, Madame Bovary, ça peut être Anna Karénine, ça peut être aussi les pièces de Racine ou de Corneille qu'on enseignait dans l'enseignement secondaire. Hein. C'était chaque année un nouveau Racine, un nouveau Corneille, un nouveau Molière. Mais ça, évidemment, ça n'existe plus. Mais on ne nous demandait pas notre avis quand on nous faisait lire Phèdre. On n'est pas, donc, vous voyez, cette idée d'un esprit critique, c'est de dire qu'il faut développer tout de suite une sorte de méfiance. On fabrique, au nom du fait qu'il n'y a rien qui ne soit supérieur à rien, des esprits d'emblée narquois. Et évidemment, le wokisme peut se développer très tranquillement parce qu'il n'y a plus rien pour lui résister. Et c'est évidemment dans ce marasme que nous nous trouvons aujourd'hui. Pour appuyer vos propos sur l'antisémitisme, je voudrais aussi rappeler à tout le monde qu'en Espagne, Pedro Sánchez, Premier ministre, appelle les pro-palestiniens à descendre dans la rue, librement, sans demander d'autorisation. C'est quand même un danger. Donc en France, en Espagne, en Europe, on est confronté à tout cela. Et je voudrais dire aux personnes françaises qui sont là, d'autres religions, qu'après les Juifs, ça sera les autres. Et oui, c'est ce que je disais, oui. Voilà. Donc je répète un peu ce que vous voulez dire, mais, non, mais... Il faut que tout le monde prenne conscience de cela. Très juste. Encore une fois, il ne faut pas faire comme si la question palestinienne n'existait pas. Benjamin Netanyahou veut rebâtir un Moyen-Orient, un nouveau Moyen-Orient, veut bâtir un nouveau Moyen-Orient. Et en effet, on se dit, si le Moyen-Orient est débarrassé de l'islamisme, c'est une chance à saisir. Et si dans ce conflit, le régime des mollahs, des ayatollahs s'effondre, c'est extraordinaire pour tout le monde, pour la société iranienne, pour Israël. Mais il restera alors à se poser la question palestinienne. Les Palestiniens délivrés de l'islamisme, on fait quoi? On fait quoi? Donc oui, et c'est d'ailleurs ce que certains reprochent à Netanyahou. Pas de stratégie pour le jour d'après. La guerre contre le Hamas va se terminer. Que veut-il? L'Arabie saoudite est sans doute prête à la reconstruction de Gaza avec les Émirats arabes unis, mais elle mettra une condition, que la question de l'État palestinien soit à nouveau sur l'agenda. Et elle voudra que le pouvoir soit transféré à une autorité palestinienne rénovée. Or, le Premier ministre israélien ne veut pas en entendre parler, d'abord parce qu'il veut à tout prix maintenir en vie sa coalition. Donc, oui, je pense qu'il est légitime de continuer à poser la question palestinienne. Mais vous avez raison, ces manifestations-là sont obscènes. Elles sont obscènes. D'abord parce que c'est une Palestine, encore une fois, sous le joug du Hamas, c'est une Palestine avec l'agenda du Hamas qui est célébré. Et surtout, on demande ce genre de manifestation, que ce soit Sanchez ou Mélenchon en France, le 7 octobre ou le 8 octobre. C'est une manière, évidemment, de célébrer le massacre. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « mettez des drapeaux palestiniens partout », maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment, oui, il faut continuer la résistance du Hamas. Ça, c'est absolument terrible. Et en Espagne, en plus, c'est un responsable politique au pouvoir qui le fait. Donc, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi s'indigner. Aucune indulgence ne doit être permise pour ce genre de comportement. Et d'ailleurs, un comportement qui dessert totalement la cause qu'il prétend servir. Parce que si au bout du compte,
le Hamas reste au pouvoir à Gaza, c'en est fini à jamais de l'espoir d'un État palestinien. Cet espoir est très ténu aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parfois partagé. Je me dis, on a le choix aujourd'hui entre deux versions de l'Apocalypse. Soit un État palestinien sous le joug du Hamas, soit une continuation de la situation actuelle avec des violences interminables. Et je ne veux pas m'installer dans la tragédie, donc je pense en effet que les Palestiniens et les Israéliens ont besoin de frontières. Ils ont besoin de frontières. Comment y arriver, je ne le sais. Mais certainement pas par la voie choisie que choisit aujourd'hui la gauche européenne occidentale. C'est vraiment la plus mauvaise voie possible. Et là-dessus, je vous rejoins tout à fait. L'appel de Pedro Sanchez est obscène. Je vais laisser conclure la partie de conférence par M. Bensoussan. N'oubliez pas, nous sommes dans une commémoration. Nous avons 3 autres petits morceaux très significatifs. Mishe Berach, Veishe Hamda et Am Israël Chai, qui seront joués par Asher et chantés par Raphaël. Je compte sur vous pour rester, écouter ces morceaux avec toute l'attention. Je donne la parole à M. Bensoussan. Moi, d'abord, je vous remercie d'être aussi nombreux. Petite parenthèse, alors malheureusement, j'aurais préféré dans d'autres circonstances, mais Monsieur Finkielkraut, vous avez battu tous les records d'audience et de fréquentation dans notre synagogue, et je voulais vous en remercier. Voilà. Et deuxièmement, j'aimerais que vous terminiez par 2 notes optimistes. C'est-à-dire, quel est l'avenir en Israël, dans ce pays fragilisé tel que vous l'avez décrit? Quel est l'avenir de l'État d'Israël? Et quel est l'avenir de nous, juifs français, ou français juifs, comme vous le souhaitez? L'hébreu, ça se lit de droite à gauche, et le français de gauche à droite, de gauche à droite, de droite à gauche, et le français de droite à gauche, comme vous le souhaitez. Mais quel est notre avenir en France, et quel est l'avenir de l'État juif sur la terre d'Israël? Ah, je crois que j'ai fini. Ça, je suis malheureusement incapable de prédire l'avenir. Ce que je souhaite, c'est que, évidemment, Israël sorte victorieux de toutes ces confrontations. Et j'espère aussi que les Israéliens retrouveront une langue commune. Voilà. Ça, je le disais, il y a 2 Israël irréconciliables en Israël. Il faut que les Israéliens retrouvent une langue commune, et eux-mêmes, une fois en l'avenir, avec des dirigeants qui montrent la direction. Un dirigeant, ça montre la direction. Il faut des dirigeants qui montrent la direction. Pour ce qui est de l'avenir des Juifs français, moi, je m'en inquiète aussi, mais je m'inquiète aussi de l'avenir de la France en France. Que restera-t-il de la France dans 50 ans, dans 60 ans, dans un siècle? Voilà. La continuité historique, c'est quelque chose de très important.
Simone Veil disait que, en 40, De Gaulle était le symbole de la fidélité de la France à elle-même. Il faut que la France, tout en avançant bien sûr, puisse rester fidèle à elle-même. C'est aussi ce qui pourrait arriver de meilleur aux Juifs en France. Notre conférencier vient de souhaiter, de prier pour la victoire. À ce que, je reprends ces termes, à ce qu'Israël sorte victorieuse de cette épreuve. J'invite Raphaël pour Michel Bevach. אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, הוא יברך את חיילינו צבא ההגנה לישראל. משמר ארצנו בירא אלוקינו, מגבול הלבנון ויד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה באוויר, באוויר ובים, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטכם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם
ויושיע אתכם ונאמן הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל הוא יברך את חיילי צבא ההגנה Le soir de Pessah, nous soulignons justement cette résilience dont nous avons tant parlé ce soir. C'est l'émotion. Vous la connaissez tous. Veish et Amda. Raphaël. שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עומד עלינו לכלותנו והיא שעמדה לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עומד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו יצילנו מידם הקדוש ברוך הוא מצילנו יצילנו כן יצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו יצילנו מידם da 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 da
Alors la note optimiste qu'on attendait à la fin de la conférence, celle que vous attendiez tous, celle que notre président attend, Am Israël Chai, Raphaël Asher. Am Israël Chai, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? שלום בינינו ילדינו. תזרח השם, עוד הימים יפים האלה, הלב נלחם בדאגות. שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עמדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. והעיקר, והעיקר, לא, 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 לא לפחד, והעיקר, והעיקר, לא לפחד. גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת עמי, מצווה גדולה. מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, כי לנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. איי איי איי, מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד. Merci beaucoup. עם ישראל חי.